Merci Madame la Présidente. Monsieur le Premier ministre, vous avez promis d'apporter la cause de l'école à Matignon. Mais de quelle école parlez-vous? Celle de l'école publique, gratuite, laïque et obligatoire, ou celle de l'école payante, réservée à une caste et au beau quartier? Celle de la mixité sociale ou celle de la ségrégation scolaire? Celle de la laïcité qui s'impose ou celle des cours religieux imposés? Celle de l'égalité entre les sexes ou celle des classes pour les filles et des classes pour les garçons? Celle de l'éducation civique et de l'éducation à la vie sexuelle ou celle qui prône des discours sexistes et des discours homophobes? Celle de l'émancipation des élèves ou celle de l'uniforme obligatoire? Celle de l'éducation populaire ou celle du service national universel d'endoctrinement de la jeunesse? Celle du libre choix de son orientation ou celle de Parcoursup contourné? Celle d'un enseignant devant chaque classe ou celle à laquelle on supprime 6500 postes depuis 2017? Monsieur le Premier ministre, la colère gronde. Dans le Finistère, en Isère, dans le Puy-de-Dôme ou dans le Calvados, des classes, des écoles ferment. Les dotations horaires, en Seine-Saint-Denis aussi, sont réduites à peau de chagrin. Partout, en France, les revendications sont les mêmes. Aujourd'hui, comme jeudi dernier, des dizaines de milliers d'enseignants sont dans la rue et scandent en chœur: Amélie Oudéa-Castéra, démission. Amélie Oudéa-Castéra, démission. Monsieur le Premier ministre, écoutez-les pour une fois. Merci. La parole est à Madame Amélie Oudéa-Castéra, ministre de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Monsieur le député de la Porte, opposer l'école publique à l'école privée, c'est vraiment une guerre d'un autre âge. Et qu'il est juste hors de question de raviver. Depuis la loi Debré de 59, sous la présidence du général de Gaulle, les unes cohabitent avec les autres. Liberté de l'enseignement et qualité du service public de l'éducation. 50% des familles ont fait le choix à un moment ou à un autre de mettre au moins un de leurs enfants dans l'école privée. Mais ce que je veux vous exprimer, c'est la volonté qui est la nôtre, illustrée par la mobilisation de 60 effectifs d'inspection supplémentaires pour nous assurer que l'école privée est au rendez-vous de ses obligations en matière pédagogique, en matière financière, en matière administrative, sur le plan du respect des valeurs de la République et tout particulièrement de la laïcité, mais aussi, monsieur le député, en matière de mixité sociale et scolaire, où le secrétariat général de l'enseignement catholique a pris des engagements vis-à-vis de nous, dont nous nous assurerons de la bonne mise en œuvre. Ça veut dire un meilleur suivi sur les conditions d'accès aux établissements privés. Ça veut dire plus de transparence sur ces conditions d'accès. Ça veut dire une amélioration du taux de boursiers. C'est tout ce dispositif-là dont nous voulons nous assurer de l'effective mise en œuvre, parce que nous voulons faire réussir toutes les écoles de ce pays. Donc ce protocole qui date de mai 2023, assorti de moyens spécifiques, nous ferons en sorte qu'il y ait le bon niveau d'exigence. L'école privée mérite des moyens, ni plus ni moins que la juste allocation que le niveau d'élèves qui y sont scolarisés, à savoir 17% dans notre pays, avec une prise en compte de l'indice de position sociale des établissements requiert. Faire réussir tous les élèves de notre pays, toutes les écoles de notre pays. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Monsieur Delaporte. Madame la Ministre, la guerre scolaire, c'est vous qui la ravivez. Ce n'est pas nous, c'est vous qui employez ces termes, c'est vous qui refusez de vous expliquer, c'est vous qui refusez de démissionner, c'est vous qui n'assumez pas, c'est vous qui insultez les enseignants, c'est votre bilan, c'est celui de votre gouvernement. Maintenant, écoutez les enseignants. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Premier ministre, remonté et très en colère, c'est l'état d'esprit des milliers de sinistrés du pays de Saint-Omer, victimes des inondations. Malgré les visites ministérielles et les promesses, ils ont le sentiment que rien n'avance. Pourtant, il y a urgence. Urgence tout d'abord à les indemniser. Ils sont encore très nombreux à attendre le passage de l'expert ou son rapport. Trop d'incertitudes entourent aussi la mise en œuvre du fonds Barnier et les conditions de rachat et d'indemnisation pour ceux qui savent qu'ils ne regagneront jamais leur maison. Pour eux, le temps presse.
Urgence également à mobiliser des aides immédiates pour permettre aux sinistrés de supporter les coûts de vétusté, alors que les assurances traînent les pieds à indemniser, pour l'achat de matériaux de reconstruction ou encore pour le paiement de la taxe foncière, pour ceux qui ne retourneront pas dans leur domicile avant de très longs mois. Dans toute la vallée industrielle et ouvrière de Huizerne, Blandec et Arques, des familles modestes ont tout perdu. Face à leur détresse, la réponse de l'État doit être forte et rapide. Or, dans ces communes, les sinistrés déplorent l'absence significative de travaux de curage, de nettoyage et d'enlèvement des embâcles des cours d'eau. Les collectivités sont au rendez-vous, mais font avec leurs moyens. Comme vous l'avez dit, Monsieur le Premier ministre, à situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles. Quelles sont-elles? Urgence encore à renforcer et à moderniser le parc des pompes vieillissantes de l'institution des Watringues pour l'évacuation à la mer et le curage des canaux de VNF, comme le bief du Haut-Pont à Saint-Omer, envasé depuis des années. Je le réclame depuis des mois par des courriers restés sans réponse à votre ministre Christophe Béchu. Urgence enfin à prendre en charge les franchises des artisans et des commerçants sinistrés. Vous en avez acté le principe lors de votre déplacement à Clermarais. J'ai cru comprendre que cela n'était plus d'actualité. Qu'en est-il? Monsieur le Premier ministre, au moment où vous vous apprêtez à revenir dans l'Audomarois, je peux vous assurer que la colère est particulièrement palpable. En dépit de certaines déclarations, rien n'est réglé. Le temps de la compassion et des promesses est révolu. Merci. Nos habitants à bout attendent des actes, du concret. Merci beaucoup. Merci. La parole est à Monsieur Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires. Monsieur le député Bertrand Petit, nous avons installé il y a 15 jours un comité ministériel de suivi qui se réunit tous les 15 jours. Le 1er février, le décret curage a été publié au journal officiel conformément aux engagements. Le 2 février, le décret sur la prise en charge par le fonds Barnier à hauteur de 100% des bâtards d'eau a été pris en charge. Le jour de sa nomination, le Premier ministre s'est rendu sur place, il a annoncé des aides pour les très petites entreprises. Les modalités ont été précisées à l'ensemble des élus la semaine dernière et correspondent aux engagements pris à Clermarais à hauteur de 5 000 € pour ces sociétés. Le fonds des 50 millions d'euros promis par le Président de la République a déjà débouché sur les 15 premiers millions versés au sein de la préfecture du Pas-de-Calais et ont permis de donner la gage aux élus du financement du fonctionnement des pompes sur la période. Les travaux d'urgence ont commencé, que ce soit par VNF, sur l'Audruic, sur l'enlèvement des embâcles, sur l'Aa. Et je comprends évidemment la colère, mais je n'accepte pas que vous puissiez dire que rien n'a été fait parce que précisément, les collectivités locales, les élus se mobilisent en parallèle. Si les solutions miracles existaient, nous le saurions. 3 missions ont été conduites. Une pour regarder précisément ce que les Hollandais et les Belges ont fait. Penser que pour lutter face à ce type de phénomène, il faut monter des digues ou uniquement installer des pompes, c'est ne pas mesurer les nécessités d'un plan de résilience qui tienne compte de ce que le dérèglement climatique entraîne en termes de conséquences. Gérer un plan qui nous permette sur la durée, sur le modèle du plan Delta, de savoir ce que nous devons faire, ce sont les conclusions que nous aurons à la fin du mois de mars. Les modalités pour le rachat des maisons dans le cadre du fonds Barnier, là où la valeur des maisons a été divisée par 2 dans le cadre des dégâts, ont été précisées. Des éléments le seront à nouveau par la préfecture du Maine-et-Loire, par les préfectures du Pas-de-Calais, dans les jours qui viennent. Et le Premier ministre aura l'occasion demain, à l'occasion de sa 2e visite sur place en moins d'1 mois, de venir à nouveau préciser et rappeler la détermination et la mobilisation de l'État. Mettez-vous dans le camp de ceux qui proposent des solutions, de ceux qui font en sorte d'être aux côtés de ceux qui sont sinistrés. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Madame la Ministre. Rétention d'informations auprès de la Commission européenne, dissimulation, fraude aux consommateurs, non-respect de la loi, vaste tromperie. Voilà les faits qui sont reprochés au gouvernement suite aux révélations de Radio France et du journal Le Monde fin janvier. Cette enquête nous informe qu'un rendez-vous s'est tenu entre Nestlé Waters et le cabinet de Mme Pannier-Runacher, alors ministre chargée de l'Industrie, en 2021. À la suite de cette réunion, un rapport de l'IGAS a été remis au gouvernement en 2022. Ce rapport serait accablant. Il n'a jamais été rendu public depuis 2022. Le gouvernement a donc eu connaissance des pratiques frauduleuses de certains grands groupes industriels utilisant des traitements non conformes pour commercialiser leurs eaux de source et minérales. Ceci a priori sans informer la justice ni les consommateurs.
Sur initiative de mon collègue Alexandre Wiesel, nous avons alerté Madame la ministre dès le 31 janvier afin de lever les doutes sur ce dossier. Nous sommes donc en attente avec impatience de la réponse de Madame la ministre. Alors Madame, est-ce que vous confirmez les accusations contenues dans le rapport d'enquête? Pourquoi n'avez-vous pas rendu public le rapport de l'IGAS? Allez-vous désormais le faire? Votre gouvernement a-t-il informé la Commission européenne comme vous en aviez l'obligation? Monsieur le ministre de l'économie, Monsieur le maire, pour répondre. C'est monsieur qui répond et pas madame, monsieur le sénateur, mais je vous ferai la même réponse que tout à l'heure. Il y a une enquête judiciaire qui est en cours. Les agences régionales de santé ont saisi par l'article 40 le procureur de la République. Cette enquête, elle doit déterminer si oui ou non les industriels de l'agroalimentaire, je partage totalement votre avis sur la gravité des faits qui sont reprochés. Il s'agit de savoir si oui ou non ces industriels ont respecté les réglementations au titre des eaux minérales ou si les procédés qu'ils ont employés font que ça n'était pas des eaux minérales ou ça ne répondait pas au cahier des charges fixé pour les eaux minérales. Donc c'est effectivement, en matière de tromperie du consommateur, comme le rappelait Madame la sénatrice tout à l'heure, un enjeu majeur. L'enquête judiciaire est ouverte. La justice a été saisie par les ARS au titre de l'article 40. La Direction générale de la consommation et de la répression des fraudes va apporter son expertise pour déterminer la conformité ou non de ce qui a été décidé par les industriels. Et la justice rendra sa décision dans les semaines ou dans les mois qui viennent. Donc laissons la justice mener son enquête jusqu'au bout. Je pense qu'elle est la seule à même désormais à pouvoir apporter des réponses à vos questions. Monsieur Gillet. Je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, il faut observer dans cette affaire la chronologie des faits. Et vous étiez informé, le gouvernement était informé bien longtemps déjà de cette situation. Les ARS se sont mobilisées beaucoup plus tardivement, et quand on analysera le pourquoi elles se sont mobilisées, ce n'est pas forcément sur votre injonction. Donc ça, c'est des éléments importants. Donc ce sont des faits qui sont particulièrement dommageables pour notre démocratie, à la fois en termes de connivence avec des intérêts privés et surtout en termes de confiance vis-à-vis des citoyens et de leurs gouvernants. Vous créez quelque part les conditions d'une société de défiance et de suspicion. Pire, ce type de comportement peut alimenter les théories du complot. Si vous souhaitez clarifier la situation, vous ne pourrez que soutenir la création d'une commission d'enquête parlementaire sur le sujet. Nous jugerons donc sur les actes. Merci. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, la France n'est pas assez riche de ses enfants pour en négliger un seul. Telle était la première phrase du premier texte signé par le général de Gaulle à la Libération. Entre 2017 et 2019, pas de ministre chargé de la protection de l'enfance et nous attendons depuis des semaines la composition du gouvernement. Il a fallu une succession de drames pour que le président de la République se rende compte que la protection de l'enfance exigeait un pilotage politique en 2019. De la même façon, vous avez attendu, Monsieur le Premier ministre, qu'un autre drame humain se déroule dans mon département, le Puy-de-Dôme, avec le suicide d'une enfant d'à peine 15 ans placée pour prendre enfin les décrets d'application d'une loi votée il y a 2 ans à la hâte, hier soir, dont l'encre est encore peu sèche et dont les contours nous sont encore inconnus. Face à l'inertie de votre gouvernement, les inquiétudes et colères légitimes se multiplient et vous devez les entendre. Aurons-nous demain un ministre de l'Enfance et de la Protection de l'Enfance doté des moyens financiers pour initier enfin un plan Marshall de la protection de l'enfance plus qu'urgent avec tous les acteurs concernés et désinvisibiliser ces 350 000 enfants placés et les professionnels qui les accompagnent sans relâche. Merci. Pour vous répondre, la parole au ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités. Madame Vautrin, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Canales. Merci, Madame la sénatrice, de rappeler la mémoire de cette jeune fille, aujourd'hui qui est précisément le 2e anniversaire de la loi Taquet. Alors c'est vrai qu'il restait des décrets, mais que le Premier ministre, arrivé il y a 3 semaines, a signé ce décret. Et nous savons qu'il était important. Nous savons que ce décret était tout à fait important puisque, pour être très concrète,
Ce décret est celui qui interdit le placement d'enfants dans des établissements commerciaux. Et ça, je crois que c'est important de le dire, parce que ces enfants qui sont confiés à l'aide sociale à l'enfance, mesdames et messieurs les sénateurs, sont celles et ceux qui ont le plus besoin d'être accompagnés. Et l'esprit de la loi Taquet, parce qu'il faut le rappeler, c'était précisément de favoriser la parole de ces enfants, que ces enfants soient écoutés. Beaucoup en ont parlé, cette majorité l'a fait. Alors aujourd'hui, nous apportons effectivement des réponses. C'est toujours trop long quand on s'occupe des enfants. Mais je voudrais dire que, c'est fait. Et deuxièmement, je voudrais souligner le travail que nous menons avec les départements. Parce que ce sont les départements qui, au quotidien, sont aux côtés des professionnels, des enfants. Et ces départements ne manquent pas de nous interpeller parce que nous devons regarder la situation avec lucidité. Après le Covid, les violences intrafamiliales ont augmenté. Elles appellent des réponses. C'est le sens de notre engagement. C'est aussi le sens du projet de loi de finances pour 2024 qui a permis un accompagnement financier. Donc regardons les progrès, mesurons le chemin à parcourir et mobilisons-nous ensemble. Madame Canales. Alors, il vous reste encore 24 heures pour décider si oui ou non il y aura un ministère de l'enfance et de la protection de l'enfance. La protection de l'enfance devait être l'enjeu du quinquennat depuis rien. Rien lors de votre déclaration de politique générale, monsieur le Premier ministre, rien pour les 350 000 enfants placés, dont 10 000 bébés, certains atteints du syndrome de l'hospitalisme, rien pour la santé mentale de ces enfants qui perdraient 20 ans d'espérance de vie et font 37 fois plus de dépression et de tentatives de suicide, rien sur la reconnaissance de l'utilité sociale des professions de la protection de l'enfance, rien pour les départements en première ligne et qui font face à un resserrement de leurs finances. Le propre de la puissance est de protéger, disait pourtant Blaise Pascal. Votre gouvernement semble toujours plus prompt à réprimer qu'à protéger. J'en veux pour preuve que les décrets d'application relatifs au code de la justice pénale des mineurs ont, eux, été pris en 3 mois, quand il a fallu attendre 2 ans pour la protection de l'enfance. Combien encore de drames avant de tenir la promesse de faire de la protection de l'enfance une priorité et un vrai ministère? Monsieur le Président, Monsieur le ministre Béchu, depuis 2017, les crises se multiplient dans notre pays. Gilets jaunes, retraite, les émeutes urbaines, le monde agricole il y a quelques jours. Mais actuellement, une crise a atteint un point de non-retour, c'est celle du logement et en particulier du logement social. 70 ans après l'appel de l'abbé Pierre, vous en parliez, votre responsabilité est immense et vos réponses ne sont aujourd'hui pas à la hauteur. Pas à la hauteur au moment où le rapport annuel de la Fondation dont vous parliez a présenté des chiffres dramatiques. 12 millions de personnes fragilisées par la crise du logement, 4 millions de personnes mal ou non logées, 1 million de personnes dans un habitat indigne et plus de 300 000 personnes sans domicile en France. Pas à la hauteur également au moment où nous n'avons toujours pas de ministre du Logement, peut-être prochainement. Et pas à la hauteur, enfin, quand le Premier ministre, dans son discours de politique générale, aura à peine consacré 3 minutes à ce sujet extrêmement important pour nous annoncer avec une consternation partagée par l'ensemble des acteurs concernés, les maires des grandes villes de France qui vous ont fait une lettre ouverte à ce sujet, les associations de locataires, de solidarité, les spécialistes de l'immobilier. Consternation donc avec cette proposition de modifier le calcul SRU pour y intégrer les logements libres intermédiaires, tour de passe-passe statistique qui va casser le thermomètre de la mixité sociale et aura un impact quasi nul, voire négatif, sur la production de logements sociaux dans notre pays. Ma question est simple. Comptez-vous abandonner cette proposition et enfin mettre en œuvre une politique volontariste ambitieuse en matière de logement dans notre pays? Pour vous répondre, la parole est au ministre de la Cohésion des Territoires, Monsieur Béchu. Monsieur le sénateur Ziane, votre question n'est pas non plus tout à fait à la hauteur du moment. Elle ne l'est pas parce que, à vous entendre, elle ne l'est pas parce qu'à vous entendre, et la démocratie, c'est le respect, il y aurait une crise qui frapperait notre pays. On serait sur un îlot de déstabilisation et de difficultés, quand dans tous les pays aujourd'hui, sous l'effet de la hausse des taux d'intérêt et de l'augmentation des coûts de construction, les matériaux ont conduit et ont entraîné une baisse de la production. En Allemagne, où vos amis sont en responsabilité, la baisse des mises en chantier est comparable à celle de la France. En Chine, aux États-Unis, partout. Alors dire que nous aurions un problème français, sincèrement, c'est passer à côté d'une forme de responsabilité. 2, vous pointez du doigt le fait que le gouvernement ne répondrait pas en étant à la hauteur. Les mesures que nous avons prises, si elles n'ont pas permis d'enrayer la crise, elles ont permis de la juguler dans un domaine, où le recul est moins important que dans les autres. C'est précisément sur le logement social. La baisse de construction sur le logement social est 2 fois moins importante.
Et ce qui a le moins reculé, c'est le trait social. Pourquoi? Parce qu'avec le plafonnement du taux du livret à 3% et avec les programmes de rachat qui ont été décidés par CDC Habitat pour le compte du gouvernement et par Action Logement, nous avons limité. Ensuite, à vous entendre, il y aurait une forme de ségrégation sociale qui considérerait que tout ce qui n'est pas SRU n'est pas digne d'intérêt. La moitié des attributions l'année dernière de LLI se sont faites au bénéfice de gens qui sont sous les plafonds des LLS. En région parisienne, sur les 4 500 attributions, le revenu moyen des couples était de 3 600 € pour un couple avec 2 enfants. À ce niveau-là, on n'est pas dans les classes supérieures. On a le droit de se retrouver avec une solution. La volonté de construire des parcours résidentiels, de regarder comment nous soutenons les maires bâtisseurs et nous reconstituons un continuum d'offres, c'est la solution à laquelle on doit s'atteler tous ensemble, au-delà des anathèmes, au-delà des chiffres, en mesurant que le problème est plus large et que pour le résoudre, il faut l'État, il faut les collectivités locales et il faut les banques. Monsieur le ministre, pas de gêne, pas de réponse alambiquée, mais surtout pas de déni. C'est un point extrêmement important puisque depuis le début de ce quinquennat et le précédent, je le rappelle, depuis 2017, baisse des aides aux locataires, aux bailleurs sociaux, à l'accession à la propriété, production de logements sociaux en chute libre, divisé par 2 entre 2023 et 2024, pas de soutien financier de l'État, ni d'objectif de construction. Les réponses existent, monsieur le ministre. Relance de la production de logements sociaux, accession à la propriété. Ces réponses, elles sont urgentes. Elles vous ont été soumises par tous les acteurs du secteur que vous avez convoqués lors du Conseil national de la refondation logement. Nous vous le demandons, monsieur le ministre. Enfin, il faut prendre à bras-le-corps le logement, cœur de la cohésion sociale de notre pays. Je vous remercie.